gars, ça va 5 minutes la blague, je suis pas un robot. C'est exactement ce que dirait un robot et on va vérifier tout de suite. Non, mon œil. Oh merde. Attends, un robot ça peut saigner. Alors attends, je vais y aller plus fort cette fois. Salut à tous, aujourd'hui on vous retrouve parce qu'on avait envie de reparler de Westworld. La saison 3 arrive le 15 mars aux États-Unis et le 16 en France, et Simon et moi on n'est pas du tout d'accord. Simon est bête, il pense que c'est pas bien, et moi je trouve que c'est très bien. Donc cette vidéo est dédiée à tous ceux qui pensent comme moi que c'est très bien. Je propose qu'on commence par ceux qui ont tort. Donc Simon, dis-moi un premier argument pour lequel tu trouves que Westworld n'est pas bien. Alors moi ça m'a beaucoup interrogé quand on a appris, il y a maintenant quelques années, que HBO se lançait dans une adaptation donc d'un film qui est connu en France sous le titre Monde Ouest, Westworld dans sa version originale, parce que, non pas que le film soit déplaisant, même s'il a pas mal vieilli, mais je trouvais ça étonnant de vouloir investir plus qu'une mini-série, carrément une série de plusieurs saisons, sur une révolte robotique, ce qui est quelque chose qui a déjà été traité au cinéma, qui est une ancienne de la science-fiction. Donc je me disais, bon, soit ils ont vraiment une idée de malade, soit je me demande bien ce qu'ils vont faire. Et alors moi j'avais plein de réserves sur la première saison, mais il y a aussi beaucoup de choses qui me plaisaient. Et à la fin de la première saison, on termine sur ce qui me semble être l'avènement de la révolte des robots, c'est-à-dire que Dolores abat le grand architecte du parc, en suivant sa propre volonté. Ford, on voit que les robots sont en train d'accéder à une forme de conscience, ou peuvent être contrôlés par d'autres robots. Bref, qu'il y a véritablement une révolte en marche et qu'elle vise directement les humains. Et on le voit, les humains les plus fortunés du parc, ou possédant le parc. Donc pour moi, voilà, à la fin de la première saison, je me dis, ah, ça y est, c'est parti. Et en fait, j'ai l'impression que toute la deuxième saison essaye de gérer le fait, parce qu'on le sait assez précisément, que justement la production de cette première saison était très compliquée, que narrativement HBO était pas tout à fait satisfait, qu'ils en ont retourné, je crois, une moitié ou un tiers, je sais plus, je voudrais pas dire de bêtises, mais une partie, et que du coup la saison 2 lutte avec cette idée de révolution, fait un pas en avant, 2 pas en arrière, et qu'au final, le cliffhanger de cette deuxième saison, c'est à nouveau, et bien maintenant nous voilà dans le monde réel, et on va chez les humains, et c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a fait un peu du surplace pendant une saison, et ça enlève beaucoup de ma curiosité à voir cette fameuse explosion, guerre, révolte. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a fait du surplace, et qu'en plus on resserre l'intrigue, et du coup j'ai du mal à attendre en fait la saison 3. C'est marrant parce que j'ai vraiment le sentiment inverse. Alors je suis assez d'accord, pour le coup moi j'aime moins la 1, voire vraiment moins, parce que je trouve qu'il y a ce sentiment de surplace, de périphrase, circonvolution, ça n'arrête pas de revenir en boucle autour vraiment du labyrinthe qui est le cœur du truc, mais je trouve que c'est du coup très maladroit dans la manière dont c'est raconté. Et pour autant, je trouve que la 2, vraiment, tous les horizons sont ouverts, je trouve que toutes les cartes sont rebattues. C'est vraiment des gens qui avancent, c'est des bulldozers. Dolores, elle veut tout brûler, tout abattre, elle va aller jusqu'à pousser Teddy à se suicider. Maeve, elle veut retrouver sa fille à tout prix, et elle va provoquer un sacré bordel sur son chemin. L'homme en noir va faire pareil. En tout cas, je sens vraiment cette sensation que dans la 2, justement, c'est la guerre. Et c'est ça que j'adore, c'est que dès le premier épisode, dès la première minute, on ne revient même pas sur le moment où Dolores tue Ford et où c'est le chaos. Le chaos est déjà passé. Comment les gens vont réussir à gérer le chaos, sachant que maintenant la guerre est ouverte de tous les côtés, que ce soit dans les sous-sols de Delos ou en plein air dans le parc. Donc dès qu'ils se croisent, il y a des gens qui sont tués, il y a des lance-flammes, il y a des fusillades, il y a des flèches dans tous les sens, il y a un sacré paquet de victimes, même s'il y a quelques gimmicks scénaristiques qui font que certains ne sont pas des vraies victimes. Mais pour moi, on est vraiment sur la guerre dans la saison 2. Et alors, c'est ce que j'espérais. Et en fait, très rapidement, on va commencer à bousculer les temporalités. Et autant je comprenais en quoi ça pouvait faire sens dans la première saison, même si, comme tu le disais, il y avait plein de maladresses et de circonvolutions. Autant là, celle-là, pour le coup, j'avais peut-être envie d'être surpris autrement. Alors, faut toujours, il faut pas juger une œuvre pour ce qu'on aimerait qu'elle soit, mais pour ce qu'elle est. Mais en fait, là, pour le coup, ce gimmick des différentes lignes temporelles m'a plus ennuyé qu'autre chose, en fait. Non, je comprends ce que tu dis sur... c'est le truc que j'aime pas spécialement dans la série, c'est vraiment cette narration en 2 ou 3 mouvements que je trouve un petit peu artificielle, qui ne sert pas vraiment le propos, la dramaturgie, mais dans la saison 2, je trouve que, contrairement à la saison 1, où non seulement la temporalité était explosée, les personnages étaient vraiment très divisés et revenaient beaucoup en avant, en arrière. Dans la saison 2, pour moi, il y a 3-4 pôles qui avancent, tous dans une même direction. Même s'il y a d'autres temporalités, c'est souvent en début ou fin d'épisode. Donc c'est pas aussi mastoc que là, vraiment la série était totalement divisée d'une séquence à l'autre. Donc il y a vraiment, pour moi, c'est sur des rails. Et ça va très clairement tous vers le même objectif. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cet endroit, de cet horizon, de la vallée Beyond? Ça, ils ont tous leur définition, leur attente. Mais c'est ça qui, pour moi, est vraiment beau dans la saison 2, c'est que tout est à feu à sang. Il n'y a que des victimes sur le long de la route. Il n'y a que des regrets, il n'y a que de la mélancolie. Il n'y a que des gens qui, en fait, ont fait des sacrifices et vont devoir en faire. Ils savent que c'est inéluctable et que c'est inévitable. Et je trouve que c'est vraiment porté par un très beau sens du tragique. Et ce que la saison 1 n'avait pas trop, à mon sens.
La saison 2, pour moi, est vraiment très claire, très directe. Et ce que j'aime, c'est que du début à la fin, c'est le chaos. Et le chaos ne fait que engendrer plus de chaos. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de situation initiale où ça va à peu près bien. Oui, c'est vrai. C'est le bordel est déjà là quand ça a commencé. Le mal a déjà eu lieu entre la saison 1 et la saison 2, quand elle a tué tout le monde, qu'elle a tué Ford. Et on se retrouve avec, ok, maintenant la guerre est ouverte. Ok, ce train, on l'amène dans le centre, on fait péter le QG. Ok, on retrouve les gens, mais ils ne se font plus confiance. Ok, on se retrahir. Ok, on retrouve un nouveau QG. Et là-dedans, en fait, on se rend compte qu'il y a un truc encore plus terrible que les gens cachés. Et je trouve que jusqu'à la fin, et ça se voit sur le nombre de victimes, le nombre de gens qui sont clairement tués, même si certains sont ramenés d'une manière ou d'une autre, les morts sont quand même terribles. Enfin, je me rappelle le moment où Teddy se suicide, je trouve ça terrible. Le moment où Charlotte, elle tue Elsie, je trouve ça aussi terrible. Le moment où on se rend compte que Dolores a été tuée sous cette version-là, je trouve ça aussi terrible. Il y a un sacré paquet de gens qui meurent et où je trouve que le nombre de... Maeve est tuée 2 fois, mais à chaque fois, je trouve ça terrible. Parce que la deuxième fois, on se dit vraiment, cette fois, c'est pas possible qu'on va s'en sortir. L'homme en noir, il se prend je sais pas combien de balles. Oui, Il est laissé dans un piteux état à la fin. Mais ça ouvre encore d'autres questions. Donc pour moi, il y a vraiment ce truc dans la saison 2 de ok, maintenant c'est le chaos et plus personne ne peut en échapper. Bon, alors tout ça c'est bien beau, mais moi j'ai un autre problème avec la série, c'est que j'estime que ce qu'elle fait de son univers est extrêmement déceptif. La première saison, elle m'ennuie poliment, mais j'y trouve plein de fulgurances, plein de jolies choses, et parmi elles, cette manière, ce parti pris de ne jamais sortir du parc, de ne jamais nous donner à voir l'extérieur, et même de nous frustrer ultimement, parce que dans les dernières secondes de la première saison, on a Maeve qui est sur le point de sortir avec le train, et qui finalement décide que non, elle ne veut pas juste fuir pour elle veut retrouver son enfant ou sa proto-descendance, et du coup, on n'a absolument pas le contre-champ, et c'est un truc incroyablement mystérieux, très excitant de ne pas savoir d'où viennent les autres, d'ailleurs, mais est-ce que ces clients sont vraiment eux-mêmes des humains, enfin, jusqu'où va l'expérience, jusqu'où va la mise en abîme, et le fait de ne pas du tout y répondre, de ne pas donner le hors-champ du parc, moi je trouvais ça assez mystérieux et assez fascinant, et j'aurais aimé que la série en fait conserve ce principe jusqu'au bout. Et quand dans la deuxième saison, je commence à voir des flashbacks sur la famille Delos qui testent les androïdes, Logan qui arrive dans sa soirée qui essaie de deviner qui est un robot ou pas un robot, et en fait c'est tout un robot. Il y a plein comme ça d'incursions en dehors du parc. Je parle pas du fait d'aller dans le parc japonais par exemple, mais vraiment d'aller dans le réel, dans la société réelle, qui en fait pour moi ne sont jamais à la hauteur de la dimension fantasmatique qu'elle a prise pendant la première saison. Et donc vraiment ça fait partie des trucs qui, en plus de m'ennuyer, font diminuer on va dire l'aura de la série quand je la regarde. C'est marrant parce qu'encore une fois, moi je trouve qu'au contraire c'est très audacieux et je trouve ça assez joli que l'idée que les scénaristes, l'équipe n'ait pas peur de brûler comme les héros des morceaux du décor. C'est-à-dire que dans la saison 1, c'était joli que tout soit enfermé et je pense qu'on imaginait tous, on espérait tous que les prochains axes de développement soient les autres parties du parc. Donc que ce soit Shogun World ou le Rage qu'on aura vu un demi-épisode ou les deux autres, trois autres dont on ne connaît pas la nature. Et je trouve ça très joli qu'on arrive à la fin de la saison et qu'on se dise alors tel personnage est mort, tout ça c'est mort, ça c'est brûlé, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Mais maintenant on voit ailleurs. Je me dis non pas que c'est une facilité et que ça casse un petit peu le mythe, que ça brise un petit peu le sortilège, mais qu'au contraire, on a affaire à des gens qui veulent faire une série qui va un peu repousser constamment les limites, ouvrir des nouveaux horizons et vraiment tracer des choses dans des directions qu'on n'avait pas forcément espérées ou attendues. Alors, je sais pas à quel point je suis excité de voir la saison 3, mais je me dis que ça m'excite plus que si on m'avait dit attention, la saison 3, c'est genre dans la partie médiévale, comme dans Monde Ouest. Tu vois, un truc comme ça. Là, je me dis vraiment... On sort, et de la même manière qu'ils ont prouvé qu'ils pouvaient tuer des personnages, qu'ils pouvaient vraiment cramer des morceaux de décor, et faire une révolution qui ne revenait pas au point de départ. La saison 2 aurait pu très bien se terminer minable, comme on reboot tout le monde, et en fait la graine du chaos, elle est replacée là où il faut. Là, on est vraiment sur une idée de... La série va arriver à un point d'arrivée qui sera vraiment très très éloigné du point de départ. Ce que je trouve, moi, assez excitant et stimulant de me dire... Ok, ça s'appelle Westworld, mais ils n'ont pas peur de parler du vestige de Westworld qui plane sur le monde et des conséquences hors du monde. Et vraiment, je trouve ça assez beau de se dire, là, qu'est-ce qui se passe si les robots sont dans le vrai monde? Ce qui aurait pu être le point de non-retour. C'est peut-être pour la fin de la série, ça se finira, elle part du parc, ou il part du parc, elle est survivante. Là, c'est vraiment, non, la série continue. Tu te demandais ce qui allait se passer, voilà ce qui va se passer. Mais alors pour le coup, là, moi, je te rejoins. C'est-à-dire que l'idée d'en sortir complètement et de faire une saison, je vais dire purement hors parc, ou très très majoritairement hors parc, ça me choque pas, mais me faire sortir un peu du parc comme c'est le cas, en fait tu vois, c'est vraiment l'équilibre de la saison 2 qui m'embête, et surtout j'ai l'impression que ça m'amène vers des thématiques qui m'intéressent pas énormément, mais surtout je trouve sont traitées d'une manière finalement
classieuse mais convenue, c'est-à-dire que je te dirais, moi, les desiderata, les problèmes moraux et familiaux de la famille Delos, vraiment, je m'en moque. Et encore, autant William, je pouvais être un peu curieux de son sort dans la saison 1, mais alors Logan, je veux dire, le capitaliste générique 2.0, j'ai l'impression d'avoir vu ce personnage 200 fois et qu'en fait il m'intéresse pas. Ça pourrait m'intéresser d'avoir sa légende, d'entendre parler de lui, tu vois, qu'il soit une figure un peu fantomatique, mais finalement je trouve son incarnation forcément déceptive. Et je suis d'accord avec toi sur combien l'idée de la saison 3 peut être prometteuse, mais voilà, moi cet entre-deux de la saison 2 m'a vraiment m'a ennuyé profondément. Ok, non, je sais ce que tu veux dire, effectivement, c'était pas... non, j'ai rien à dire là-dessus en fait. Et encore une fois, il y a un truc qui me frustre incroyablement avec la saison 2, c'est l'absence de Ford, enfin la quasi-absence de Ford, qui était donc Anthony Hopkins, le créateur, l'architecte du parc, qui était vraiment un des personnages clés et très forts de la première saison. Et moi, c'est un des trucs que j'avais apprécié dans cette première saison, c'est que, alors pour moi, c'était vraiment pareil, un personnage qui aurait dû être du hors-champ, qui aurait pu être du hors-champ, dont je ne croyais pas avoir besoin. Ils avaient réussi à en faire une véritable énigme, c'est-à-dire quelles étaient ses motivations, qu'est-ce qu'il voulait vraiment faire de ses hôtes, quel était son rapport à ses hôtes, et cette espèce de geste final tragique, génial, où c'est lui qui sonne le glas de la révolution et qui dit excusez-moi, hein, tout ça c'est quand même pas terrible, allez hop, c'est parti les enfants. Je trouvais ça assez fort, et en fait j'ai le sentiment que cet univers tel qu'il a été écrit en fait vit assez mal sans ce personnage, et j'ai le sentiment que tous les protagonistes qui restent, alors certes ont tous des arcs bien définis, que tu parlais tout à l'heure, tu disais il y a des directions, c'est un peu des tanks lancés à pleine vitesse, mais j'ai l'impression que ça leur enlève beaucoup de nuances et beaucoup de questionnements. C'est-à-dire que tant que je me posais des questions sur Ford, je me posais des questions sur eux. J'étais curieux de ce qu'il avait niché dans leur tête. Et par exemple, j'ai envie de dire, alors c'est un gros spoiler, hein, si vous n'avez pas du tout vu la série, je suis désolé, le personnage de Bernard Arnold, tant que Ford est là, il m'intéresse parce qu'il y a cette ambiguïté de tiens, et lui quel rapport il a est-ce que c'est son ami, est-ce que c'est sa création, est-ce que c'est un vague écho de son ami, est-ce que c'est un pur objet. Mais en fait une fois que je n'ai plus Ford, l'ambivalence de Bernard m'intéresse pas beaucoup finalement. Et c'est marrant encore une fois parce que moi c'est le contraire total dans le sens où pour moi Ford représentait toutes les limites, toute l'artificialité, le côté pompeux de la série. C'est-à-dire qu'en revoyant la saison 1, ça m'a sauté aux yeux à quel point ce que tu considères comme il est énigmatique et tout, moi j'ai l'impression que c'est juste du pur bullshit. En fait, on ne comprend pas vraiment ce qu'il veut. Alors, il veut clairement libérer les autres, mais il fait des choses qui sont tellement tordues. J'ai l'impression d'entendre le scénariste à chaque fois qu'il parle, qui a des belles tirades sur le monde, sur l'intelligence artificielle, sur le libre arbitre. Je trouve ça hyper mécanique et vraiment très très artificiel. Et en plus, pour moi, Anthony Hopkins, en plus, il est dans un espèce de non-jeu statique, vraiment d'aplomb, de prestige. Qui représente d'ailleurs dans la série au générique, en sachant qu'il avait signé juste pour apparaître dans la saison 1, genre tuez-moi à la fin, et bon, il revient vite fait dans la 2, mais je trouve que vraiment il symbolisait toutes les limites et tout le côté vraiment préfabriqué de la série un peu de luxe. Et le fait que la saison 2, il soit tué à la fin de la 1, pour moi c'est ça qui libère les autres personnages, et qui fait qu'on sort de cette carcasse vraiment clinquante, un peu bête et vide, et qu'on laisse les personnages avancer. Donc Dolores et Maeve, qui pour moi sont vraiment les moteurs les plus beaux de la saison 2, où elles ont vraiment, elles ne tournent plus en rond, elles sont plus bloquées dans le labyrinthe de la saison 1, où vraiment c'est ça qui a implosé à la fin, où elles doivent se reparler, prendre connaissance que en fait c'est à elles-mêmes qu'elles parlent, et c'est ça leur voix dans un truc un peu lourdingue à la fin de la saison 1, où elles se parlent à elles-mêmes, Dolores. Mais dans la saison 2, pour moi c'est très beau parce que elles sont seules et elles ont un but et elles ont beaucoup de choses à perdre en cours de route, avec des éléments qui sont rajoutés comme le fait que leur mémoire, l'espèce de zone où elles peuvent être rebootées et détruites. Donc en fait maintenant elles peuvent être totalement tuées. Ce qui du coup ramène les enjeux à quelque chose de beaucoup plus humain, beaucoup plus fort. Et donc pour moi, sans Ford, justement, la série est libérée d'un poids mort qui était pour moi vraiment une coquille vide, avec la possibilité de laisser s'émanciper ces personnages féminins qui sont vraiment super beaux. Et elles prennent vraiment les devants. La saison 1, on sentait que Dolores était importante, mais à cause de la construction et de la thématique, ça vraiment, je trouve que ça tournait en rond et que on disait c'est la demoiselle en détresse, mais de temps en temps elle shootait tout le monde et puis après elle retombait dans un truc de demoiselle en détresse, elle repleurait et elle re-shootait tout le monde. Là dans la saison 2, non, elle shoot tout le monde. C'est-à-dire qu'elle veut buter tout le monde, elle veut brûler tout. Et quand elle apparaît devant des gens, elle a son armée, les cavaliers de l'apocalypse, qui traversent comme ça le paysage, et elle n'a qu'un but, et quitte à tuer tout le monde, quitte à se tuer elle-même, ce que je trouve magnifique. Mais je trouve que c'est un peu plus facile, le côté j'ai ma fille, ça fait 4 fois que je dois partir en courant, donc je veux ma fille jusqu'au bout. Mais encore une fois, il y a quelque chose de très joli, quasiment à la Jésus, quand elle est à la fin dans le désert, à stopper les gens avec sa toge, là. Et je trouve que ça aussi, c'est un truc dans la saison 1, où elle tourne en rond dans le côté pute, je me tue, je reviens, je suis intelligente, je bouge, le truc, les curseurs, maintenant je suis intelligente, attention.
Dans saison 2, voilà, elle n'est plus à poil, elle est habillée, elle est là pour buter tout le monde, elle traverse les paysages, elle traverse les mondes entiers. Enfin encore, j'ai l'impression que c'est des épopées en fait. Donc la saison 2, pour les personnages de Dolores et Maeve, c'est vraiment des grands récits romanesques qui sont devant elle. Et sans Ford, justement, je trouve que ça avance beaucoup plus et qu'il y a plus de puissance émotionnelle. Et ben, tu vois, comme quoi, et puis je vais pas me répéter parce que ça sert à rien, mais c'est drôle parce que oui, moi j'ai ressenti exactement l'inverse, tu vois. Alors que, et en plus sur le papier, oui, je trouvais ça marrant cette idée de, enfin, j'aurais trouvé ça tout à fait marrant si on en avait parlé avant que je les voie, de cette idée de ces deux créatures androïdes qui, non, même pas se rebellent, mais s'émancipent. Voilà, et je trouve que ça marche pas, c'est terrible. C'est terrible pour toi. Ouais. Ah bah oui. On a eu l'occasion de l'évoquer vite fait, il y a des trucs sur lesquels on est assez d'accord, notamment les gimmicks scénaristiques, les ficelles qu'on trouve un peu grossières. Moi je sais que ce qui m'a pas mal gêné, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est la construction avec cette temporalité. Je trouve que dans la saison 1, alors ça a du sens d'un point de vue Dolores, sur les souvenirs qui s'entrechoquent, il y a quelque chose d'assez joli sur le papier, mais la narration, je la trouve vraiment lourdingue. C'est-à-dire qu'en revoyant la saison 1, je me suis dit, je n'ai pas affaire, selon moi, à quelque chose qui est malin, qui est bien construit, qui est là pour me piéger, mais à quelque chose qui a été pré-pensé pour me piéger et pour paraître malin. C'est-à-dire que je vois juste... quelque chose de vraiment bordélique et vraiment assemblé au forceps, c'est vraiment lourdingue, rajouter les uns sur les autres. Dans la saison 2, je trouve que c'est moins lourd, parce qu'encore une fois, je trouve que c'est mieux monté, c'est mieux raconté, c'est-à-dire qu'ils ont mieux séparé les choses. C'est plus les fluide. personnages, ouais, voilà, c'est plus fluide, tout simplement. Les personnages, ils avancent dans des directions plus claires, et à côté, les morceaux qui sont de l'ordre de la narration en double temporalité, déjà, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont très clairement annoncées dès le début. Donc en fait, on sait que c'est sur une double temporalité, et quand ça apparaît, il y a des flashs, il y a des choses. C'est souvent dans la même scène, donc encore une fois, c'est très fluide, parce qu'en fait, on nous montre, c'est la même scène, c'est le même personnage, mais tiens, il apparaît, il disparaît, il se croise lui-même, Bernard, devant la grotte, là, il y a quelqu'un d'autre qui apparaît. Donc au moins, c'est clairement établi, c'est pas attention, tu vas être piégé, c'est attention, je vais raconter ça comme ça. Ce qui me dérange pas. Toujours est-il que je trouve pas que c'est forcément la chose la plus forte dans la saison 2. Je suis pas sûr de l'impact de... Je suis pas sûr que ça décuple en fait l'impact émotionnel de la saison 2. Donc dans tous les cas, au pire, je trouve ça assez bordélique et maladroit. Au mieux, je trouve que c'est dispensable. Oui, je suis absolument d'accord avec tout ce que tu viens de dire et j'ajouterais plus sur la saison 1 pour le coup. Ce que je trouvais dommage en plus avec cette idée d'aller-retour temporel un peu caché, un peu machin, c'est que pour moi ça finissait par abîmer une idée que je trouvais une super belle idée dramaturgique, c'est cette idée de la répétition. Et parce que certains traumas se répètent et parce que certaines violences se répètent, il en reste quelque chose. Et cette idée-là, qui pouvait être une idée de montage, de mise en scène, était finalement un peu parasitée par l'idée des pièges temporels et je trouvais ça vraiment triste. J'ai rien de plus à dire là-dessus. Non, sinon, moi, un truc aussi qui finit par m'agacer, alors que je dirais, c'est une idée qui est logique dans le contexte de Westworld, qui est logique dans ce genre de série, mais là, qui me rend dingue au bout d'un moment, c'est le 15e personnage à qui on dit « Et en fait, tu n'es pas un humain » ou à qui on dit « Et en fait, tu es une copie d'un autre personnage » Au bout d'un moment, bah, du coup, ça perd tout son impact parce que tu te dis « Oui, ça va vraiment arriver à tout le monde, quoi. » Et quand je me souviens, il y a 15-20 ans, à quel point Battlestar Galactica avait réussi à traiter de cette question d'identité, d'être en réalité produit en série, de ne pas être justement un individu, et pourtant de devoir bien se trouver une singularité, je trouve que Westworld, qui traitait la chose plutôt avec finesse avec finesse, on va dire avec équilibre dans sa première saison, dans la saison 2, je veux dire, le moment où t'as Charlotte Hale, on dit en fait c'est Dolores, et puis hop, et lui il est mort, mais non, et puis mais non, elle c'était vraiment ta fille, et j'ai l'impression que chaque personnage a son quart d'heure de suis-je une copie, et il y en a trop en fait. À un moment, il faudrait, je crois, peut-être mieux prioriser ça pour que ça ait un vrai impact dramatique. Alors moi, ça a marché sur la saison 2, dans la saison 2 sur moi, parce que je trouve que par exemple le personnage d'Emily, la fille de l'homme en noir, je trouve que c'est très fort la manière dont c'est géré, même si Alors elle, le oui. questionnement sur est-ce que c'en est une ou pas, c'est pas la chose la plus originale dans l'univers. Et pareil, je trouve que c'est très joli l'idée de vraiment d'abattre l'icône de la série Dolores et de faire qu'elle revient dans le corps de la pétasse qu'elle a depuis le début et qui est vraiment son antagoniste ultime et qui commençait en plus, je trouve, à tourner en rond en termes de caractère, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus grand-chose à dire. Et Tessa Thompson, on disait bon, ma pauvre, quand est-ce que tu auras quelque chose à jouer de plus à part jouer cette bonne femme opiniâtre qui veut foutre le bordel et ramener ça à ses boss. Et je trouve que c'est assez joli que le passage de relais se passe comme ça. Alors bon, la mise en scène, il y a des trucs, quand ça arrive, elle sort de l'ombre et tout ça, le montage. Je suis pas fan de tout, donc je suis un peu d'accord sur le fond, sur le côté... C'est une ficelle qui est un peu trop utilisée. Pour moi, la saison 2, il ne faudra pas qu'ils en fassent plus dans la saison 3. C'est-à-dire que la saison 2, ça a été utilisé plutôt bien, je trouve, dans les personnages, ça a été bien réparti. Mais oui, s'ils commencent à continuer à faire ça, avec l'idée qu'en fait, on nous dit à un moment de la saison 2 que les personnages ne peuvent plus revenir, ce qui donc ajoute beaucoup
de Gravitas au suicide de Teddy, à la mort qu'on nous montre en avance de Dolores, à la mort de Maeve aussi à la fin, et en fait, bah non. Donc c'est ça qui me dérange un peu, c'est que, alors je suis très content parce que j'ai pas envie qu'ils meurent, mais j'ai envie de les voir revenir, mais en même temps je trouve ça dommage puisqu'effectivement quand Maeve se sacrifie pour sauver sa fille, on se dit c'est très beau, si c'est la fin de son personnage, c'est beau, je suis triste mais c'est beau, et en fait bah c'est pas la fin puisque visiblement elle est dans le trailer de la saison 3. Et puis elle y est, tu vois, c'est pas genre un petit truc où tu dirais on sait pas quelle importance elle a, manifestement elle va être importante, quoi. Ouais. L'autre chose sur laquelle on est à peu près d'accord, c'est que la série est belle, tout simplement. HBO a mis les moyens et ça se voit. Il y a beaucoup de cinéastes très connus, mais aussi pas trop connus, qui sont passés derrière la caméra, mais c'est globalement très cohérent. Et moi, ce qui me marque vraiment en le revoyant, c'est le choc chromatique entre les ambiances extérieures, intérieures. Je trouve que c'est très beau, alors même si c'est pas très probable, hein, franchement, l'intérieur avec toutes les vitres et dans cette espèce de zone toute noire, mais je trouve que c'est très beau, toutes ces zones très transparentes, très métalliques, avec ces endroits, avec des escalators à n'en plus finir, qui a l'air d'ailleurs aussi labyrinthique et fou et sans limite que le parc lui-même. C'est-à-dire que j'ai toujours pas compris comment il y a des tâches dans les coulisses de Delos et c'est assez fascinant quand on compare ça aux extérieurs qui sont vraiment à la western, à la Monument Valley avec ces grands panoramas et souvent ces plans en hélicoptère ou en drone où vraiment on a des grands espaces. Je me souviens à la fin de la saison 2 quand il y a la faille, la porte qui s'ouvre, vraiment il y a des choses qui vraiment sont très très belles, je trouve, qui sont superbement mises en scène et la photo et tout, je trouve qu'il y a un super soin et même j'aime beaucoup voir l'évolution des costumes sur les personnages principaux qui passent par des taches de sang qui s'amènent, des trucs qui sont déchirés, dans la saison 2 Dolores guerrière avec ses munitions avec sa autour de la cartouchière, poitrine, ouais. ouais, je trouve ça super beau. Et Maeve qui change constamment de costume, qui s'adapte au fur et à mesure des univers qu'elle traverse. Et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses où je me dis il y a un vrai soin. Et là, pour le coup, contrairement à certaines facilités et ficelles scénaristiques, je trouve pas que ce soit ostentatoire, que ce soit m'as-tu vu. C'est plutôt relativement sobre parce que finalement les décors se répètent beaucoup, c'est beaucoup d'extérieur. Il n'y a pas une débauche de nouveaux décors, il y a souvent les mêmes plans de la zone en haut de la montagne d'ailleurs qu'on nous montre. Je trouve que c'est plutôt sobre et c'est ça que j'aime assez dans la série, c'est que c'est très classe et raffiné en fait au niveau visuel. Pour ce qui est de la direction artistique, je suis parfaitement d'accord avec toi et je vais revenir sur ce que tu disais, les intérieurs, qui moi me fascinent et c'est lié, tu vois, quand je te disais, j'avais presque envie qu'on ne sorte pas du parc parce que justement il y avait déjà quelque chose de formidablement énigmatique dans ce monde où la géographie te semble bizarre. T'as presque l'impression qu'il y a un parc abandonné dans le parc, tu vois, qu'il y a comme ça des espèces de strates et moi quand j'y pensais, à ces intérieurs particulièrement, je pensais beaucoup à un manga qui s'appelle Blame, qui se passe dans une espèce de monde urbain. Alors non pas que ça ressemble, hein, mais ça m'évoquait ça de loin, c'est-à-dire Blame c'est un monde urbain qui est devenu fou, une ville qui se construit elle-même depuis des années sinon des siècles et dans laquelle un androïde erre et essaye d'arriver à un but, peu importe. Mais voilà, cette espèce d'univers où tu te dis mais est-ce qu'il y a vraiment une fin? Est-ce qu'on est sur Terre? Enfin, et ça je trouve ça mais incroyablement évocateur et assez planant presque, enfin, vraiment. Les intérieurs je les trouve incroyables, la direction artistique, tu l'as très bien dit, elle est somptueuse, mais par contre je suis beaucoup plus réservé vraiment sur le pur découpage en fait. C'est-à-dire que, pas toujours, il y a des scènes, il y a des morceaux de bravoure qui sont superbes, qui sont hyper fort. Moi je me souviens, tu vois, quand je pense à la saison 2, je pense immédiatement à une fusillade avec Ed Harris, tu vois, où c'est con, mais Ed Harris c'est quand même un acteur qui est âgé, qu'on a vu 10 000 fois dans des rôles, tu vois, comme ça, un peu monolithiques, et il arrive à me le rendre plus funeste, puissant, terrifiant qu'il a jamais été. J'en reviens pas qu'ils arrivent à faire ça, ils y arrivent parfaitement. Donc il y a des morceaux de bravoure vraiment, et en même temps il y a des moments où je trouve la bande-annonce, la mise en scène super pompeuse, super pompière et très très contente d'elle-même en fait, tu vois, où j'ai l'impression de dire genre t'as vu un peu ça, c'est quand même pas mal et ça m'agace terriblement. Et alors qu'il y a des moments où justement avec cette espèce de direction artistique folle, et tu disais ça, enfin voilà, les couleurs sont magnifiques, il y a des moments où j'aurais envie de simplicité justement en termes de littéralement de direction de la caméra, où j'ai envie de dire c'est déjà tellement sublime et luxueux, vous pourriez aller plus à l'efficace, un peu plus au brut en termes de découpage et de montage, que ça ferait pas de mal. D'accord, c'est marrant parce que c'est pas ouais, en revoyant saison 2 encore une fois que je trouve beaucoup plus forte et précise, je trouve qu'il y a beaucoup d'attention justement des moments où ils vont juste rapprocher des visages, où ça va être a priori des champs contre champs très simples, mais on sent qu'ils ne se perdent pas, ils se dissipent pas dans ces paysages, dans le fric qui doit couler comme à flot pour une production aussi énorme. Et il y a même des choix de narration et donc de mise en scène que je trouve très beaux, comme le fait potentiellement de frustration, c'est de finir par exemple sur Maeve qui est dans le monde japonais et qui finit un épisode en disant attention maintenant ça va être la baston, et on se rend compte qu'en fait tout ça ce serait une ellipse juste après. Je trouve que c'est assez joli de pas en mettre plein la vue, de donner des fusillades et des scènes d'action à tout va. Elles sont plutôt resserrées, je trouve que c'est bien découpé, c'est jamais, il n'y a pas de cut,
Je Oui. trouve qu'il y a Ah un non, truc ça- assez, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'aplomb en fait dans les gens qui filment ce truc, qui sont conscients que l'important c'est les personnages, qu'ils n'ont pas à en rajouter des caisses en termes d'action, de spectacle, de pyrotechnie. Adaris c'est un très bon exemple dans le sens où l'acteur, il a plus de 30 ans. C'est un mec, il est solide, il est vieux, il a des rides, tout ça, c'est très bien filmé, très bien montré. Et quand il y a des fusillades, c'est pas le mec qui va faire des galipettes avec trois doublures, c'est-à-dire qu'on sent qu'ils acceptent que certains sont vraiment c'est quasiment comme un robot, le mec, c'est-à-dire c'est un poids. Il est là, donc il va un peu se cacher, il va se prendre une balle, il va se recroqueviller et tout, et il est pas en train de courir. Et je trouve ça assez joli que ce soit vraiment intégré dans la mise en scène et que ce soit pas toujours une course vers l'avant, vers le spectaculaire, vers l'énergie, la vitesse, tu vois. Ça, je te rejoins, et c'est vrai que sur Ed Harris, bon, il y a une idée, je sais pas si c'est ce qu'ils avaient en tête en chorégraphiant et en découpant les scènes d'action ou en tout cas les scènes de conflit avec lui, mais moi il y a une idée que je trouve assez marrante, c'est que comme quelque part, en termes de jeux vidéo, on pourrait dire c'est un type qui joue, tu vois, il fait du rétro gaming, ça fait 40 ans qu'il est dans le parc, quoi, il le connaît par cœur, et donc, du coup le fait que ce soit un homme âgé, avec sans doute un corps fatigué, hein, quand bien même il s'entraînerait autant qu'il peut, il est par définition plutôt proche de la fin de sa vie que du début, et t'as l'impression en fait c'est un joueur tellement expérimenté qu'il arrive à s'en sortir. Il peut y avoir 300 autres qui arrivent pour le flinguer, il sait tellement bien dire, ça fait 40 ans qu'il en flingue des autres, et donc il va s'en tirer, et c'est une idée que je trouve assez amusante et assez poétique, et oui, enfin poétique, qu'est-ce que je raconte, mais en fait je dirais oui, le personnage de Ed Harris c'est presque un peu une métaphore de joueur de jeux vidéo, et je trouve que ça marche bien et que c'est assez excitant. Ouais. Et pour revenir au fait que la saison 2 du coup change les choses et rebat les cartes, c'est qu'il finit par s'en prendre du plomb dans l'aile et du coup il finit mal en point. Donc comme quoi la série n'hésite pas à chambouler les choses. Alors la question qu'on se pose forcément quand une série avec les moyens de HBO et puis les ambitions thématiques de HBO s'empare d'un thème, à savoir la révolte des robots en gros, qui a déjà été traité par autant d'auteurs, par autant de films, par autant de romans, enfin de jeux vidéo, tout ce que vous voulez, en gros c'est comment on fait pour pas faire le 48e iRobot et comment est-ce qu'on fait pour être une vraie proposition de science-fiction. Moi il y a un truc alors qui est, on va dire, je dirais la toile de fond de la première saison, qui me paraît moins prédominant dans la deuxième, et je suis très curieux de voir comment ce sera abordé dans la troisième. C'est pas tant qu'il y a une révolution conceptuelle, dire les robots sont des robots, les humains sont des humains, on les assemble, ils prennent conscience, mais moi c'est cette idée que je trouve très forte. Déjà, contrairement à Monde Ouest, l'œuvre originale, on est en empathie avec les robots, et presque exclusivement avec les robots. Bien sûr il y a des personnages humains, mais profondément, ce ne sont pas eux les moteurs émotionnels et dramatiques du récit, du moins pas dans un premier temps, et surtout il y a cette idée que les humains sont la menace. Et les robots sont des victimes et sont des êtres qui sont, oui, littéralement, et qui sont là pour être, même pas des esclaves, ce qui est déjà une métaphore qui a pu avoir lieu, mais pour être des pures victimes. Ils sont là pour recevoir le trop-plein d'inhumanité, de vice et de violence des humains, et c'est en fait cette violence qui les qualifie et qui les fait... c'est presque un truc un peu chrétien en fait dans le martyr, qui leur permet d'atteindre une forme de sensibilité, donc de conscience, d'humanité, je sais pas, mais ça je trouve ça très intéressant, ce point, et puis cette idée que c'est l'humain la menace, et que l'humain est une telle menace que ce qui fait normalement le propre de l'humanité se déplace vers les androïdes. Non, je suis d'accord, c'est le premier truc que je trouve très beau dans le traitement, même si encore une fois on peut se dire qu'est-ce qu'ils ont raconté de plus, c'est que tout s'ouvre et reste accroché aux personnages qui sont du côté des robots, donc de l'inhumain, et même dans Battlestar Galactica, qui est une référence en la matière, l'empathie était vraiment partagée, c'est-à-dire que c'était vraiment fait pour nous tirailler entre les deux, mais les points d'entrée étaient quand même les êtres humains. Et quand ils passaient de l'autre côté, on était vraiment tiraillés, c'était vraiment fait pour nous mettre dans cette position. Et ce que je trouve assez beau et qui pour le coup est développé dans la saison 2, c'est qu'on voit à quel point il y a quelque chose de l'ordre d'une fatalité ridicule et désespérante, que le mouvement est inverse. Les robots veulent devenir humains et ils se rendent compte qu'en fait les humains font tout pour devenir des robots et avoir ce que les autres n'ont pas. Donc en fait ils sont voués à aller tous les deux dans le mur. Est-ce que c'est le même, ou est-ce qu'ils vont juste changer de camp et se rendre compte qu'en fait c'est ridicule parce qu'ils vont du côté des humains où tout le monde devient un robot, et du côté des robots en fait ils ont tous été au stade où ils sont tellement humains que ça redevient le miroir de ce qu'ils ne veulent plus être. Mais je trouve ça assez joli, et c'est là que je me dis que c'est cohérent le fait qu'il y ait autant de gimmicks sur est-il une copie, est-il un robot, parce qu'en fait c'est toute la thématique qui est pour moi développée dans la saison 2. C'est pour ça que les séries commencent à plus m'intéresser et m'exciter, c'est que je me dis ok, c'est dans cette direction qu'ils vont, ça va pas juste être une guerre, ça va pas être une guerre culturelle, de civilisation pour étouffer l'autre, c'est juste qu'on se rend compte qu'en fait il y a le but caché des humains n'est pas tant finalement de s'amuser avec et de martyriser ces robots, mais finalement
d'avoir créé une chose et de se dire maintenant on veut prendre cette partie de leur ADN parce que c'est ça en fait le but ultime, comme une expérience qu'on pourrait avoir vu dans les derniers Alien Covenant ou des choses comme ça, où d'ailleurs on est surtout de créationnistes et tout ça. Je trouve que ça se rejoint pas mal, notamment le côté pompeux de certains dialogues, mais il y a vraiment cette idée très belle, je trouve que les deux en fait avancent dans une direction opposée, un peu la Benjamin Button en fait, ils vont se croiser avec le ton qu'il y a dans l'autre sens et en fait dans tous les cas ce sera noir et ce sera une impasse pour tout le monde. Mais je dois bien avouer que moi c'est une grille de lecture à laquelle j'ai pas du tout été sensible, enfin en tout cas que j'ai pas ressenti en voyant et que je trouve super jolie quand tu l'as décrit. Donc j'en suis très curieux. Et ben non, mais on a bien le droit de bon. Finalement j'aime bien la série. Finalement c'est super. Pour terminer cette vidéo, on va aborder ce qu'on attend, ce qu'on espère, ce qu'on rêve un peu de cette saison 3. Pour ma part, moi ce que j'espère, en ayant vu les trailers maintenant, et comme chaque saison a développé on va dire un axe un peu différent, c'est peut-être que cette troisième ose jouer un truc un peu old school mais qui peut être éminemment réjouissant, surtout si c'est le moment d'une conclusion, c'est de nous jouer, j'ai envie de dire, un vrai truc de hard SF avec des robots qui vont jouer à la bataille avec des humains, mais peut-être, on va dire, avec les moyens et la classe qu'est capable de mettre HBO là-dedans. Comme je trouve que la série a abordé plein de thématiques assez passionnantes et l'a fait assez profondément, je cherche peut-être pas à aller voir révolutionner ça et rejouer encore ces thèmes-là, mais peut-être oser me faire une grande épopée de SF, une sorte de giga Blade Runner guerrier, totalement assumé. Alors c'est peut-être moins profond, mais j'aimerais voir HBO m'offrir un grand spectacle comme ça. Intriguant. Alors moi j'ai vu que le premier teaser, donc je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans par le casting et certains éléments. Moi ce que je sais c'est que j'aimerais arriver à la fin de la saison 3 en me disant tiens je m'y attendais pas dans cette direction. J'aimerais me dire que je vais être étonné par la perspective d'une potentielle saison 4. Est-ce que c'est qu'il y aura quelque chose de l'ordre de l'international dans l'histoire? Est-ce que c'est parce que le parc reviendra d'une manière inattendue? Est-ce que c'est parce que des personnages nouveaux comme ceux de Vincent Cassel ou Aaron Paul, qui a l'air quand même assez central, deviendront vraiment les rouages principaux de la machine Westworld? Je sais pas, mais je sais que je trouve ça hyper audacieux que, encore une fois, à ce stade-là, on se retrouve avec... Bon, on reste accroché aux personnages principaux, donc il y a comme ce côté, j'aurais bien aimé d'une certaine manière que la série rase tout et n'ait même plus Dolores ni Maeve, même si j'aurais été déçu parce qu'on s'accroche à eux et qu'on a quand même envie de continuer à suivre l'aventure, accrocher un peu à leur âme métallique, mais j'aimerais bien que, on se dise que ça va être, tu vois, je pense, même si c'est très lointain, à une série comme The Wire qui n'a jamais hésité à, entre la saison 1 et la saison 5, à ouvrir des horizons complètement différents, à garder en pivot des personnages qui étaient au cœur de la série depuis le début, mais à se dire tiens on va dans la direction politique, dans la direction du journaliste, et de se dire en fait on a un panorama qui est vraiment immense de la ville, qui collait très bien au sujet de The Wire. J'aimerais bien qu'à la fin de Westworld, si c'est encore 3 ou 4 ou je ne sais pas combien de saisons, qu'on se dise ah ouais ça a été une œuvre de science-fiction qui a vraiment dépassé les limites qui étaient présentées dans la saison 1, et qu'on se dise ok ça c'était inattendu, et que ça devienne quelque chose à l'échelle du monde ou des États-Unis, quelque chose qui soit vraiment plus profond sur le futur. Je pense aussi à un film comme AI, tu vois, qui finit avec quelque chose, un bond dans le futur. C'est ce que j'allais dire, pourquoi pas faire une ellipse et se dire, et donc je sais pas ce qui va se passer dans la saison 3, mais en gros, je sais pas, un siècle, 30 ans, 40 ans, 3 siècles après la saison 3, qu'est devenu ce monde entre artificiel et humain, enfin. Je trouve que ce serait magnifique et vraiment plus très cohérent avec toute cette réflexion qui est quand même assez philosophique, assez vraiment verbeuse et profonde sur le sens de l'existence, le libre arbitre, la frontière entre l'humain, l'âme, le robot. Il y a des choses qui pour moi vont vraiment dans ce sens-là, et où quand je pense à AI, on se dit à la fin en fait on a l'impression d'un vertige, tu vois, de vertige de sens, vertige de fiction. J'aimerais bien que du coup Westworld n'aille pas trop dans un truc comme tu le dis où ça devient un truc de pur plaisir, un peu de truc de spectacle, mais qu'au contraire ça devienne de plus en plus abstrait et fou dans ce sens-là. Moi. Oui, donc pas tout à fait les mêmes attentes. Voilà. Eh bien, pour savoir qui sera heureux, qui sera malheureux, qui sera frustré, qui sera pas frustré, il faudra continuer à regarder nos vidéos et puis regarder Westworld et même nous donner votre avis, des pouces bleus et je sais pas quoi d'autre, et à bientôt. À bientôt. Stop.